Bonsoir à tous les spectateurs chez vous à la maison pour ce débat, cette table ronde sur la question du logement au Luxembourg. Un festival d'immigration un peu différent des autres années. Alors, il fait très, très calme ici dans la rue de Gasperich. On n'a pas la musique autour, on n'a pas la nourriture, les boissons. Mais on va quand même faire de notre mieux pour vous offrir un festival d'immigration exceptionnel cette année. Et donc, on va se concentrer sur des sujets qui tiennent beaucoup à cœur à l'organisation, le CLAE ici en l'occurrence. Donc, je suis très contente ce soir de pouvoir accueillir plusieurs interlocuteurs avec des messages importants sur le sujet. Donc, ce soir, nous avons Monsieur Jean-Michel Campanella, président de l'organisation Mieterschutz Lützeburg. Nous avons Madame Lynn Wies, qui est conseillère communale pour Daylink à Esch-sur-Alzette. Nous avons Monsieur le ministre Henri Cox, ministre de la Sécurité intérieure et ministre du Logement, ici aujourd'hui pour la question du logement. Nous avons Madame Pascale Zaourou, qui est auteure du guide Le Luxembourg pas cher, qui va vous présenter aujourd'hui son témoignage et qui est aussi active dans l'organisation Mieterschutz Lützeburg. Et nous avons Monsieur Antonio Valente, qui est vice-président du CLAE. Voilà, pour nos interlocuteurs. Alors, j'aimerais bien, avant de commencer et de donner la parole, faire un petit, mettre le cadre sur le sujet du logement, qui est un sujet vaste et qui est très connu au Luxembourg, une problématique très, très longue et très compliquée. Alors, pour rappel, selon Eurostat, il faut savoir qu'au Luxembourg, entre 2010 et 2020, les prix de l'immobilier ont grimpé de plus de 90%. À l'achat et à la vente, tandis que les loyers ont augmenté de 14%, ce qui est relativement haut par rapport à la moyenne européenne quand même. Lorsqu'on regarde un peu dans le détail, l'histoire est même plus compliquée que ça, puisque c'est surtout les ménages les plus vulnérables, les ménages aux revenus les plus faibles, qui subissent le gros des difficultés. Il faut donc savoir que la proportion des ménages dont le budget ou le budget du ménage, la partie du logement qui est attribuée dans le budget du ménage de plus de 40%, cette proportion de ménages au Luxembourg a fortement augmenté. Donc se loger au Luxembourg à des prix décents est devenu de plus en plus difficile et ça a des raisons multiples. Alors parmi les différentes raisons qui sont citées de la part d'interlocuteurs différents dans la presse, c'est clairement l'offre insuffisante de logements abordables. Je pense que c'est un point très clair, mais aussi de façon générale, dans un contexte économique plus global, des taux d'intérêt très bas. Sur le Luxembourg, il y a aussi toute la question de l'aspect fiscal sur les logements, c'est-à-dire des impôts fonciers qui sont relativement bas, d'un fort potentiel de spéculation sur les immobiliers. Et puis aussi l'évolution démographique générale, puisque au Luxembourg, la population ne cesse de croître. Nous étions à plus ou moins 500 000 habitants en 2010. Nous sommes à 620 108 aujourd'hui, tendance toujours croissante, encore une fois par rapport à la moyenne européenne. Et pour l'instant, en tout cas, nous ne sommes pas en mesure encore d'absorber ces nouveaux arrivants au Luxembourg, surtout que la proportion des petits ménages qui ont rejoint le Luxembourg a grandi. Il y a eu donc énormément de mobilisation autour de la question du logement et nous nous sommes retrouvés l'année dernière au mois de juillet avec la présentation du pacte du logement 2.0 qui vise à augmenter l'offre de logements abordables, à mobiliser le potentiel foncier existant et à améliorer la qualité résidentielle, surtout en collaboration avec les communes luxembourgeoises. Donc il y a eu toute une série de textes de loi qui vont certainement être abordés ce soir, donc dont ce pacte du logement 2.0, mais aussi la refonte du bail à loyer, qui concerne très particulièrement nos interlocuteurs du Mieterschutz Lützeburg. Mais comme ça, je vous donne un petit peu un aperçu des sujets qui risquent de nous tomber dessus ce soir, puisque la problématique est ancienne. La problématique s'est amplifiée avec la crise Covid et les solutions ne sont pas forcément simples à trouver. Donc j'aimerais bien commencer avec Monsieur Jean-Michel Campanella. Monsieur Campanella, en octobre de l'année dernière, vous avez réuni avec votre organisation 1000 manifestants dans un cadre Covid, évidemment, tout s'est fait dans les règles. Et vous avez vraiment commencé une forte mobilisation l'année dernière. Alors, pourquoi fin de l'année dernière? La problématique est déjà ancienne. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé à franchir le pas et à faire plus de bruit? Je dirais que c'est un ensemble d'événements qui se sont un peu collés les uns aux autres
Donc, d'abord, il y a eu une forte mobilisation qui s'est organisée autour de Esch. Puis à Luxembourg, nous, là, avec l'association des locataires, on s'était déjà mobilisé aussi beaucoup par rapport à l'histoire du locataire de Limpersberg aussi. Donc ça, on avait pas mal suivi. Donc ça, c'était en route. Et c'est un ensemble de choses. C'est qu'il y avait aussi, l'année d'avant, il y avait eu un grand colloque organisé par la Fondation pour le logement, aussi sur le sujet, où beaucoup d'assistants sociaux et de travailleurs sociaux étaient présents. Et comme chaque année, c'est le sujet qui revient parmi les travailleurs sociaux, à force d'en parler, on s'est dit à un moment, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, on ne sait plus quoi dire avec les gens qu'on accompagne. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, essayez de vous mettre sur la liste d'attente du fonds du logement, la liste d'attente par-ci, la liste d'attente par-là. Et pour dire, tous les gens que vous accompagnez, après 5 ans, vous n'en avez même pas un ou deux qui ont peut-être été, qui ont trouvé un logement par ce moyen-là, quoi. Donc c'est tout ce cumul qui a fait qu'on s'est dit il faut faire quelque chose, et ça tombait en même temps avec la semaine du logement qui a toujours lieu à cette période-là. Donc c'est pour ça que c'est arrivé à ce moment-là. C'est intéressant ce que vous dites que les personnes attendent 5 ans sur des listes d'attente au pluriel, mais elles attendent où exactement? Ben ça, c'est le problème, en fait. C'est que donc, les gens, ils attendent soit dans leur situation de logement qui est mauvaise, donc pour dire soit dans le logement insalubre dans lequel ils sont, ou dans le logement où ils doivent être expulsés, donc ils sont dans des procédures d'expulsion, où ils ont demandé des délais, etc. Et s'ils ont de la chance, ils vont dans une case intermédiaire qui est souvent la gestion locative sociale. Mais le problème de la gestion locative sociale, c'est que c'est limité à 3 ans, en moyenne. Parce que maintenant, il y a des... c'est limité, c'est le processus. Mais après, on peut demander des prolongations. Mais actuellement, donc l'AIS parle souvent de prolongations qu'ils accordent jusqu'à... Maintenant, ils ont quelques clients, mais c'est rare, jusqu'à 9 ans. Mais il faut savoir que même les acteurs de gestion locative sociale expulsent des gens aussi. Ce qui rajoute à la cohorte des gens à recaser. Donc, soit ils font du tourisme social, ils essaient de trouver une place dans une autre organisation sociale, où ils doivent attendre. Après, vous avez des gens, vous avez vu dernièrement la presse, l'histoire de la famille qui était hébergée dans un hôtel. Bon, maintenant, et puis il y avait aussi, il y a quelques semaines, une autre famille qui était passée par une auberge de jeunesse. Maintenant, ça, c'est les quelques cas qui apparaissent dans la presse, mais au travers du Mieterschutz ou de nos emplois, on en rencontre beaucoup plus. Donc, les gens sont tous dans des cases intermédiaires. Ils peuvent être logés chez des amis. Je veux dire, moi, je connais des situations de femmes qui se sont séparées, qui sont retournés avec, par exemple, la sœur qui était dans la même situation, sont retournés chez leurs parents. Donc, vous avez un logement de 2 chambres où, en fait, vous avez 3 ménages qui vivent en même temps, quoi. Donc, ça cause des problèmes puisque les propriétaires ne sont pas contents non plus. Donc, menacent aussi souvent de vouloir terminer le contrat. Donc, ça, c'est le genre de situation que vous avez. Vous avez les gens qui se retrouvent dans des foyers divers et variés. Vous avez toutes sortes de situations intermédiaires. Vous avez aussi des gens qui passent la frontière. Certains, soi-disant pour quelques mois, certains reviennent, il y a des allers-retours comme ça de frontières. Donc il y a toutes sortes de cases intermédiaires comme ça. Puis il y a maintenant aussi la fameuse problématique aussi des colocations, vraies et fausses, des chambres de café. Vous avez des gens qui sont dans des logements où ils ne peuvent pas s'inscrire parce que soit de faute de propriétaire ou autre. Parfois, on leur propose des contrats où ils peuvent, donc je sais pas moi, pour 800 €, vous avez le loyer et vous pouvez vous inscrire pour 200 € de plus. Voilà, donc vous avez toutes sortes de situations comme ça à la marge. Et je pense que là, les 10 dernières années, ça s'est multiplié parce qu'on en rencontre de plus en plus et on fait une sorte d'aller-retour, comme je disais, entre les différents projets, entre communes, associations, offices sociaux et tout, quoi. Voilà. En dehors du ressenti, est-ce qu'il y a des chiffres qui donnent un petit peu une idée de l'ampleur du phénomène? Ben ça, c'est notre problème à Luxembourg, c'est les chiffres. Parce qu'à chaque fois qu'on est en contact avec nos collègues européens, ils nous demandent les chiffres. On a quelques chiffres, mais on n'en a pas beaucoup. Parce que, par exemple, on a beaucoup de gens qui nous contactent, par exemple, paradoxalement, nous, en tant que Mieterschutz, pour qu'on leur fournisse des chiffres. Mais nous, on est encore une association nouvelle, récente, on n'a même pas 1 an. On n'a encore pas de professionnels, pas d'employés. Donc, on n'a pas de moyens pour, par exemple, créer une statistique sur les expulsions.
Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, on n'a pas de chiffres sur les expulsions parce que les gens sont renvoyés chez nous pour demander des chiffres sur les expulsions. Même des institutions nous ont demandé. On n'en a pas. Et ça, quand on en parle avec les collègues étrangers, ils sont un peu étonnés, quoi. Ils disent, mais pourquoi vous n'avez pas de chiffres? Comment vous faites des politiques sans chiffres, en fait, ou avec des chiffres, on ne sait pas d'où ils sortent, en fait. Voilà. Ça, c'est notre problème. On n'a aussi pas beaucoup de chiffres exacts sur les locataires, leur situation, où ils sont répartis. Parce que ça aussi, ce serait très intéressant pour pouvoir mieux s'adapter à la situation. Parce que j'avais M. Pacou du LISER qui me disait qu'il fonctionnait avec des échantillons. Donc c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant à notre avis, parce qu'il disait qu'on pourrait même en discuter d'ailleurs avec le ministère pour pouvoir aller plus en avant et explorer d'autres chiffres. J'ai trouvé un chiffre intéressant aussi qui m'avait un peu surpris, c'est celui de la gestion locative sociale notamment. Nous avons, me semble-t-il, plus de 9000 biens en gestion locative sociale selon les derniers chiffres que j'avais pour 2020, tandis que fin 2019, nous en avions moins de 1000. Donc il y a eu quand même un bon... Ce serait 900. 900, d'accord. Et j'étais un peu étonnée aussi. Je pense qu'il y a eu un point en trop, voilà. Donc, on a bien fait de poser la question. D'accord, ok. Selon vous, c'est une solution? C'est quelque chose qu'il faut développer plus? C'est une solution intermédiaire, parce que c'est une solution à court terme, parce qu'il y a la problématique en fait des prolongations. Et tout le monde n'a pas droit à des prolongations, et les prolongations ne sont pas toujours transparentes en fait selon les acteurs. Parce que bon, je veux dire, moi je donne aussi, je suis dans un cours, en fait je donne cours aussi maintenant à l'université, et on a fait maintenant quelques groupes de recherche justement avec les étudiants là-dessus. On va regarder ça un peu plus de manière plus approfondie en faisant aussi la recherche de témoignages, exploration. Parce qu'en fait, c'était arrivé l'année passée, on avait un cours sur les éléments de droit, et là, on avait une situation en fait où une famille s'était retrouvée à la porte par un acteur social et où on leur reprochait en fait de ne pas chercher assez de logements, alors qu'en fait, ils sont dans une mesure sociale. On leur reproche après de ne pas chercher suffisamment, mais ils ne savaient pas quantifier. Qu'est-ce qui est une bonne recherche? Est-ce que c'est 10 logements par semaine? Est-ce que c'est 20, c'est 30, c'est 3? Donc ça, c'était pas très clair. Donc il y a un cadre juridique à clarifier à ce niveau-là. Disons qu'en fait, le problème, c'est qu'à la base, la gestion locative sociale, c'était une étape intermédiaire. Parce que quand ça a été créé, ça fonctionnait pleinement. Parce que c'était souvent, quand la Wohnungshelf a commencé, beaucoup de jeunes, etc. Ça avait tout à fait son sens parce qu'après, ils pouvaient aller dans le marché normal. Mais actuellement, le marché normal est devenu beaucoup plus compliqué et ça ne s'arrange pas de mois en mois. Et donc, le problème qu'on a sur la gestion locative sociale, c'est comment aider les gens à retrouver autre chose dans le marché normal. Et donc, en fait, cette étape intermédiaire, chez certaines personnes, elle se prolonge. Et ça donne une situation compliquée parce qu'effectivement, c'est un peu complexe de dire en même temps, on doit d'un côté activer les gens, on leur veut dire, j'aime pas le mot activer, mais les aider à trouver autre chose, que ce soit un tremplin vers autre chose. Mais d'un autre côté, c'est difficile, comme dit, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est la responsabilité de la personne et qu'est-ce qui est la responsabilité collective. Ouais. Je vais passer à Madame Wyss. Votre parti, Deiling, s'est fortement positionné sur la question du logement, là très récemment. Vous avez aussi soumis 2 projets de loi en 2016 et 2018 qui sont restés sans réponse ou presque. Voilà. Et puis, il y a eu toute une controverse autour du PAG et de la colocation à Esch. Vous pouvez peut-être nous faire rapidement un petit point sur la situation à ce niveau-là? Oui, je vais commencer par en fait, oui, cette problématique du plan d'aménagement général qu'on a eu à Esch en particulier. C'est une histoire plein de revirements, très compliquée, très indigeste au final aussi. Et oui, pour faire vite, en fait, les responsables politiques du conseil échevinal à Esch ont tenté de réglementer les colocations et les chambres meublées, les colocations déjà, faute de loi existante à ce moment qui viendra, mais voilà, qui n'existe pas pour l'instant. Et ils ont voulu faire ça sous prétexte que déjà les colocations participaient à l'augmentation
des prix de loyer, que les chambres meublées, bon, c'est un problème bien connu avec le phénomène des marchands de sommeil, donc c'est-à-dire des chambres, des matelas qui sont loués dans des maisons à des prix dérisoires, où très clairement ce sont encore les personnes les plus précaires qui se font arnaquer. Et donc voilà, ça c'était leur approche, c'était leur prétexte, il fallait réglementer ça, mais au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont utilisé le plan d'aménagement général en fait pour plutôt réglementer la vie privée des gens, dans le sens où ils ont commencé par introduire des définitions dont la partie écrite du plan d'aménagement général, des définitions concernant la composition du ménage, ce que c'est une communauté domestique, ce que doit être une colocation. Et dans ce cadre-là, dans ces définitions-là, ils ont commencé par introduire des choses comme les personnes doivent avoir un lien affectif entre eux pour cohabiter ensemble dans une maison. Ils doivent se présenter ensemble à l'état civil. Et par exemple, ils ont aussi tout simplement introduit une prohibition en fait, de l'aménagement d'une colocation dans une maison unifamiliale. Donc ça a provoqué une polémique où justement il y a eu une manifestation, le Mieterschutz en faisait partie aussi. Donc avec un peu de pression comme ça, ils ont commencé à réfléchir, enfin quand je dis ils, je veux dire le conseil chevinal, le maire, et à entamer certaines modifications. Donc ils ont enlevé l'obligation du lien affectif, l'obligation de se présenter ensemble à l'état civil, mais en fait, ils n'ont rien changé au final. Hein. Au fond, ils ont un peu bidouillé quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que c'était au départ, la situation du départ, c'est-à-dire que toutes ces définitions, même si maintenant, aujourd'hui, ont été enlevées de cette partie écrite du plan d'aménagement général, elles se retrouvent ailleurs, par exemple, dans la partie écrite du plan d'aménagement particulier quartier existant. Il se retrouve d'une manière très pernicieuse aussi dans le règlement des bâtisses. Et donc on en revient au point que, par exemple, le lien affectif a été remplacé par le budget commun, ce qui signifie que, par exemple, voilà, si vous avez plusieurs personnes qui cohabitent, qui sont peut-être amis ou même s'ils ne se connaissent pas, ça voudrait presque dire que les uns financent les vacances des autres ou les courses des autres. Et là, il s'agit de toute une discussion qui est un peu spécifique à Esch pour l'instant, Oui, n'est-ce qui pas ? est très spécifique à Esch. Voilà. Et par contre, au niveau des projets de loi qui ont été mis, vous avez émis aussi des recommandations ou des exigences par rapport à ce qui devrait être mis en place. C'est quoi les grands leviers que vous aimeriez voir bouger dans les prochaines années ? Les grands leviers dans les prochaines années, c'est tout simplement que déjà, les communes qui, dans le cadre du pacte logement, auraient pu avoir les moyens et être incitées à créer davantage de logements abordables, parce que c'est ça, il faut vraiment que l'État et les communes construisent davantage, qu'elles mettent en place un marché public aussi de l'immobilier. Et le problème, c'est que le pacte logement, le premier pacte du logement n'a pas porté ses fruits. Ça a été reconnu justement parce que, et c'est toujours un problème aussi pour le pacte logement 2, et c'est aussi notre critique principale en tant que DELENC, les communes ne sont pas obligées de signer ce pacte avec l'État. Donc elles sont invitées à le faire, et même si le pacte logement 2 est beaucoup plus exigeant, une fois qu'une commune a signé cette convention, elle s'oblige à davantage de choses, mais il reste qu'elle n'est pas obligée de rentrer dans la convention. Donc, je pense quand même qu'au stade où on en est, avec cette crise du logement qui s'est vraiment aggravée, on ne peut plus
devraient être utilisées, qui devraient être mises en place, comme la taxe sur les logements vides, comme la taxe sur les terrains constructibles laissés en friche. Ce sont des choses que les communes ont la possibilité de faire. À Esch, ce n'est pas fait, par exemple. Et voilà, donc c'est déjà, je veux dire, il y a certains outils, on ne les utilise pas. Et ensuite, voilà, on va vers un paroxysme de cette crise. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que les locataires sont quand même toujours les perdants. Donc, et pour protéger les locataires, pour donner plus de droits aux locataires, il existe aussi des moyens, comme par exemple la commission des loyers. Sauf que les commissions des loyers, qui sont une sorte de tribunal, où locataires et propriétaires peuvent faire des requêtes et demander par exemple une augmentation, une réduction du loyer. Et en fait, ce tribunal-là, c'est un tribunal communal, doit trouver un arrangement à l'amiable. Ces commissions-là, elles ne sont pas en place partout. Pas, en tant que membre de cette commission, on n'est pas briefé. Donc moi, on ne m'a jamais expliqué comment ça se passe. J'ai été lire dans la loi comment ça se passe. Et je me rends compte que des fois, les choses ne se passent pas selon les règles. Genre, il peut arriver, normalement, la première chose à voir, c'est est-ce que cette requête est valable? Donc, les personnes qui font une requête remplissent un formulaire. Je vous donne l'exemple. Par exemple, hier, la requête était fondée sur le propos que nous louons le même logement dans le même format, avec le même confort, dans le même bâtiment, plusieurs fois. Et pour les autres logements, on demande tel prix. Et celui-ci est moins cher, donc on voudrait l'augmenter parce qu'il ne correspond pas au prix actuel du marché. Mais ce n'est pas possible parce qu'il y a des lois quand même qui encadrent, comme justement la loi du bail à loyer, qui encadre quand même les loyers et qui impose quand même un loyer maximal. Donc il y a une méconnaissance, on va dire, des droits et des obligations d'un côté. Il y a une grande responsabilité des communes, qui sont quand même un point important aussi dans le pacte logement de Pesant. Donc j'aimerais bien passer à Monsieur Cox, donner l'occasion de réagir. Donc c'est vrai, les communes devraient en faire plus. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier pour l'invitation. Je crois que ça me donne aussi la possibilité d'en discuter avec tout le monde ici sur la problématique du logement. Je crois que le constat est le même pour moi aussi. Je crois que on a trop misé les années passées sur la demande. C'est pour ça que la politique du ministère du Logement a misé totalement sur l'offre. Et l'offre, pourquoi? Bon, on vient d'entendre quelques exemples. Il y a un manque cruel de logements abordables. On a un manque cruel de logements publics, je dirais, publics tout confondu, étatiques et communal. 1%, me semble-t-il. Non, on peut en discuter sur ça dépend du rapport. Non, on est à 3, peut-être si on calcule bien, on arrive peut-être à 3,5. Non, je ne vais pas en discuter sur les chiffres, je vous suis très clair. On a beaucoup de discussions avec les LISER, comme vous l'avez énoncé, sur les statistiques. D'abord, je veux quand même définir la politique. Puisqu'on a trop misé sur la demande, mais pas sur ceux qui ont les besoins les plus importants. C'est pour ça que j'ai donné nos visions sur un logement ciblé. Et qui sera ceux qui sont ciblés prioritairement? C'est ceux qui se trouvent au bas du niveau de revenus. C'est pour ça que, pour moi, des logements décents se trouvent plutôt dans le public. C'est pour ça qu'on doit augmenter les logements publics. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces logements devront être abordables. On revient sur la définition de l'abordable. C'est quoi l'abordable? Et là, on fait une refonte sur l'abordabilité je ne trouve pas les mots directement, sur le revenu disponible, pardon. C'est le revenu disponible. On est en train de faire cette réforme. Et autrement aussi durable. 3, d'abord, public,
abordable et durable. Pourquoi durabilité? Mais dans le temps, on a bien subventionné des logements publics, mais on les a perdus. On les a perdus au privé. Et c'est pour ça que j'ai misé là-dessus, qu'il n'y a plus de logements publics qui devraient être vendus au public. Ça, c'est les 3 plus importantes choses. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a une refonte totale presque de toutes les lois, de toutes les réglementations, et c'est pour ça qu'on a misé, qu'on a commencé avec le pacte logement 2.0. Le premier, là aussi, le constat est le même. Le deuxième, oui, il faut mobiliser les communes. Vous dites avant, il faut les obliger. Je crois qu'indirectement, on va les obliger. On va les obliger parce qu'à côté du pacte logement, qu'on leur donne d'abord des aides financières, mais aussi logistiques. Un grand problème des communes, surtout les petites communes, n'ont pas d'historique dans le logement, parce que ce n'est pas une obligation dans notre loi communale. La loi communale n'écrit pas ce logement comme obligation obligatoire pour les communes. C'est pour ça qu'on leur donne d'abord la main. On veut le prendre avec dans notre bateau, d'aller devant et les motiver d'abord par de l'argent et par dette avec un conseiller logement. Mais à côté de tous ces instruments côté pacte logement, il y a les instruments contraignants. Il y a le fameux article 29 qui dit qu'il y a un pourcentage qui doit être donné au public pour qu'on puisse construire des logements abordables. Et ça serait contraignant. C'est pour ça qu'il y a indirectement une obligation pour tout PAP, c'est-à-dire un projet d'aménagement particulier, au-delà de 5 logements, il y aura d'office un pourcentage qui revient au public. Et pour ça, comme ça, on aura dans toutes les communes au Luxembourg, dans ces 102 communes au Luxembourg, une obligation qu'il y a toujours des logements qui vont dans l'abordabilité. Et si pas la commune le fait, ce logement, c'est l'État qui le reprend, soit par le Fonds du logement ou SNHBM, qui reprendront ces terrains, soit ces logements, pour leur donner une fin d'abordabilité. C'est pour ça que, pour moi, le pacte logement a 2 finalités. De prendre les communes de les motiver, et à l'autre côté, quand même avec des réglementations plus contraignantes. Il y a encore les instruments comme le Baulandvertrag qui vient d'être déposé par Madame Boffarding, qui dit par exemple qu'il y a une obligation de lotisser et il y aura une obligation de construire. Okay. On ne va pas aller dans le détail, mais tous ces arrangements qu'on a mis en vigueur maintenant, je crois qu'on va mobiliser plus fermement en direction d'abordabilité, de logement abordable. Donc ça, c'est tout le focus qu'on a actuellement effectivement sur la partie des logements abordables. Maintenant, je voudrais juste citer quelques réactions aussi du secteur privé qui est un peu moins représenté ici ce soir et qu'on a pu lire dans la presse. Par exemple, nous avons une réaction du groupement des entrepreneurs, Monsieur Kiefer, qui ne comprend pas pourquoi les promoteurs ne sont pas plus impliqués dans le logement social ou qu'on devrait construire plus en hauteur de façon plus dense. On a la Chambre de commerce qui verrait plutôt qu'on agisse sur les contraintes urbanistiques et les lourdeurs administratives. On a la Chambre des salariés qui déplore que la colocation, ça va encore servir à faire plus d'argent sur moins de surface. Donc on a beaucoup de réactions aussi du côté économique qui visent plutôt l'aspect spéculatif du logement au Luxembourg. Est-ce qu'on va en rester là aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là ? Oui, ça se passe. On vient d'avoir l'avis du Conseil d'État du pacte logement. Les discussions vont commencer en sein de la Chambre des députés. Il y a tous ces avis vont être discutés. Je peux dire aussi avec l'article 29,
il y a aussi une obligation de donner une quote-part au public. À l'autre côté, il y aura une densification du logement. C'est le contrepoids qu'on n'est pas encore tellement discuté, c'est-à-dire l'État aura, ou les communes aura un pourcentage. À l'autre côté, les logements seront plus densifiés. Là aussi, il y aura une discussion qui doit se faire sur la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire, densification? Il y a beaucoup de... directement, ah non, je ne veux pas ça, mais c'est pour ça qu'il y a 3 objectifs dans le pacte logement, la mobilisation, ou la mobilisation du terrain, la mobilisation aussi de la construction de logements abordables, et le 3e élément, c'est l'accessibilité et la qualité de l'urbanisation, puisqu'on a misé trop sur une urbanisation, je dirais, sur les voitures et tout ça, au lieu d'aller dans un projet comme la d'envergure elle-même. Oui, il y a une discussion à faire sur la densification sans perdre de qualité. Et je crois que les grands projets d'envergure, le premier qu'on a voté, déposé une loi, même voté, c'est Elmen. Le projet de loi Volts, on vient de le déposer, on a mis au gouvernement, sera présenté maintenant lundi. C'est un projet qui maintenant en 3 phases. Les premières 2 phases, c'est un budget de 300 millions d'euros qui vient d'être déposé, c'est-à-dire il y aura une dynamique qui se fera dans ces environnements comme Volts. Il y a le projet d'envergure qui est énorme, c'est Dudelange. Il y en a toute une panoplie. C'est pour ça qu'on a créé ici l'instrument du fonds spécial pour regrouper tous ces projets dans un fonds pour voir surtout la statistique, pour voir qui fait quoi. Il y avait un rapport intermédiaire en octobre qu'on voyait qu'il y a les communes il y en a beaucoup qui sont actifs, mais seulement la moitié. Il faut mobiliser toutes les communes. Je veux toutes les communes qui se mobilisent. Et à l'autre côté, il y a SNHPM, il y a Fonds du logement. Et il ne faut pas perdre de vue, il y a aussi les ASPL, les fondations, qui sont soutenues par le ministère du Logement, c'est-à-dire par un biais d'une convention avec une subvention jusqu'à 75%, c'est-à-dire il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas seulement que étatique, mais il faut les regrouper tous. Et c'est les instruments qu'on vient de... oui, la communication envers du public, qui a les instruments de soutien, ils sont là, et c'est pour ça qu'on va refaire une réforme de la loi de 79 qui décrit ces subventions. En même temps, on va définir le logement abordable, le loyer abordable, pour le définir d'après le revenu disponible, pour mieux cibler. Et on a discuté sur cette liste qui fait un souci pour moi aussi. Il y a plusieurs listes. Il y a une liste au Fonds de logement, il y a une liste à Esch, il y a une liste Luxembourgville. On a donné maintenant un nom Rennes, là. Bon, une liste nationale de tous les demandeurs pour voir qui sont ceux qui cherchent un logement. Et cette réforme, on est en train de la finir. J'espère qu'on va la déposer avril-mai au plus tard pour en discuter aussi sur cette réforme. Je crois qu'on est plein dans toutes les réformes, mais je crois qu'on est des alliés pour moi. Vous êtes tous des alliés pour soutenir aussi les communes, pour mobiliser les communes, pour mobiliser les associations, pour mobiliser tout le monde, à la fin pour le privé. Mais qui construit ces logements? Mais ce sont les privés. Ce n'est pas l'État qui construit. L'État doit cadrer bien pour avoir le résultat des logements abordables. Et qui construit? Mais c'est le privé. Donc on entend bien, il y a toute une panoplie d'outils qui sont peut-être sous-exploités aujourd'hui. Il y a toute une panoplie de nouveaux outils qui sont en train de mise en place. C'est un chantier gigantesque, c'est le cas de le dire.
Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'aimerais bien venir à Madame Zaourou, qui peut nous témoigner un peu de sa propre histoire, de votre propre situation, et aussi des situations que vous pouvez rencontrer dans les échanges que vous avez avec les familles. Pacha, merci en tout cas de m'avoir invité. Et je me réjouis en tout cas d'entendre aussi qu'il y a plein de choses qui vont se faire parce que les réformes donnent déjà de l'espoir, à savoir la précarité conduit le logement, que ça ne devient pas héréditaire. Donc, c'est déjà intéressant de savoir qu'il y aura ça. Mais actuellement, c'est vrai, bon, tout le monde dit oui, le problème. Et c'est vrai que tout à l'heure, Fabienne, tu parlais des chiffres. Au fond, réjouissons-nous parfois de ne pas avoir certains chiffres. Parce que quel est le sens qu'on va leur donner, finalement? Déjà, bon, en tout cas, en tant que famille monoparentale, dans la location, on rencontre pas mal de soucis. D'abord, on a le problème de ce que notre revenu nous permet de louer et ce que la loi nous autorise à louer. Dans mon cas, j'ai 3 enfants. Si je demande à louer un appartement de 2 chambres, on me le refuse parce que la loi, avec certains détails, demande à ce que chaque enfant ait sa chambre. Mais je n'ai pas les moyens d'avoir ça. Donc, du coup, on nous met un plafond, un interdit, mais sans nous donner la possibilité, finalement, d'avoir ce qui est abordable pour nous. Parce que ce qui est abordable pour nous n'est sûrement pas pour eux, puisque il y a déjà ça. La question aussi de la garantie locative. Il faut dire que quand on parle de problème, on parle d'offre, on parle de la demande, ce qui signifie que la demande face à l'offre, on n'a aucune puissance. C'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer. Et là, qu'est-ce qui se passe? OK, garantie locative signifie que l'État s'engage à garantir. Mais le bailleur en face, c'est de l'argent qu'il veut. Donc déjà, en plus, toute la course pour réunir tout ce dossier-là, tout va très vite. Si un dossier est déjà bancal et qu'en plus, il va falloir encore attendre 2 semaines pour avoir une réponse, une semaine pour avoir ça, le logement, il est déjà parti. Donc ça, c'est l'un des points. Maintenant, quand je disais, oui, je me réjouis des chiffres, parce qu'il n'y en ait pas qu'on ne fasse pas une telle fixette sur les chiffres. Parce que parfois, ils ne sont pas tant révélateurs de la situation. Tout à l'heure, quand tu demandais, mais oui, ou en entendant, où est-ce qu'ils attendent? Oui, parce que bon, ils mettent 5 ans, ils attendent. Quand une personne est dans un logement social de 3 ans, nous avons des emplois parfois, ici, moi je suis dans le secteur de l'éducatif, je suis en crèche, on a parfois les contrats se renouvellent tous les 6 mois. Donc déjà, le CDI, il n'arrive pas tout de suite. Comment veux-tu avoir louer quelque chose quand tu n'as encore pas justement le contrat à durée indéterminée? Et que, donc, on a 3 ans dans ces logements. Dans les 3 ans, donc, s'il y a le temps de trouver déjà l'emploi, parce que tout se fait sur la base d'un projet mis en place. Donc, prenons l'exemple du projet de trouver un emploi. 1, il faut déjà le temps de le trouver. 2, il faut obtenir un contrat qui soit valable pour le bailleur en face. Donc, ça fragilise encore plus nous, demandeurs. Bon, en tant que famille monoparentale, j'ai envie de dire, c'est vraiment un condensé finalement de tout ça, un vrai nectar. On peut en parler. Mais même pour les familles classiques, si j'ose dire. Donc, on a déjà ce problème-là, déjà de la pression de dire quand est-ce qu'on va quitter ce logement? On a 3 ans. Mais les conditions, on peut ne pas les remplir, non pas de mauvaise foi, mais parfois, on aura fait tous les efforts sans pour autant et arriver au bout des 3 ans et ne rien avoir. Donc, cela existe aussi. D'autre part, si on estime que il y a aussi, on est à la veille du 8 mai, de la fête des femmes, donc considérons tout dans le même, prenons tout un ensemble. Aujourd'hui, les familles monoparentales, c'est principalement des femmes. Hormis cela, celles qui sont peut-être pas, il existe des familles non monoparentales, mais
une personne ne peut pas louer un appartement tout seul. Une femme peut, on va dire, le sas, où elle attend un logement, c'est encore sous les coups de son mari. Elle reste là à subir des violences parce qu'elle ne peut pas prendre quelque chose toute seule. Donc, il faut réellement prendre l'ampleur de la chose. Il y a cette violence économique qui peut exister parce qu'on peut habiter, par exemple, je donne l'exemple à Bertrange, dans un truc qui va valoir 4 000. OK, mais le mari qui est parti et qui payera simplement que le loyer. Et qui peut poser même cette question à la femme. De toute façon, tu ne peux rien te prendre. Donc, elle est obligée de rester là. Donc, la question du loyer abordable, c'est vrai que les réformes donnent de l'espoir. Mais l'urgence, on est dans le drame, en fait, dans l'urgence. Là, aujourd'hui, nous sommes ici, à la rue Glesner. On ne parle pas d'expulsion. Mais là, il y a des familles qui vivent sans chauffage. Oui, on ne les a pas expulsés. Mais des enfants qui ne sont pas chauffés pendant plusieurs jours, je pense que les parents, à un moment, seront bien obligés de partir d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, vous savez, le truc énergétique, la classe A, B, que tout le monde peut se permettre de demander. Oui. Mais quand on n'a déjà pas le choix, alors, OK, imaginez, on trouve un appartement, 3 chambres, à un prix tellement abordable. Oui, il y a anguille sous roche. Parfois, c'est souvent, tout se joue au niveau, donc, justement, de tout ce qui est chauffage et autres. On va dire oui, sans forcément exiger, justement, cette classe énergétique, parce que nous n'avons pas le choix. Ce qui creuse davantage encore le budget du ménage. Ce qui creuse le budget du ménage. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a enlevé, on ne peut pas faire autrement que de se mettre un toit sur la tête. Donc, une fois qu'on a payé ça, que reste-t-il? Donc, oui, il y a 40% qui vont... on a la garantie locative qui dit qu'il ne faut pas être au-dessus des 40% et tout. D'abord, on va parfois au-dessus des 40%, même très souvent en réalité, parce que les choses sont faites de telle sorte que même en s'éloignant, quand on s'éloigne plus dans les villages, on a affaire à cette question de mazout et tout ça. Quand on se rapproche, on a les prix qui sont là. Donc, dans tous les cas, oui, on est fragilisé. On est pris entre deux feux. C'est vraiment comme disait le ministre, le reste à vivre qui est remis en cause une fois que tout est pris dans le logement. Donc les réformes sont intéressantes, mais il y a peut-être il y a une question urgente quand même. Je pense que tout ce qui est... Aujourd'hui, s'il y a les transferts sociaux qui fonctionnent le moins bien, et en tout cas je l'ai vu avec l'écriture du guide, c'est tout ce qui se passe sur le logement. Tout le reste... Oui, tout le reste permet certainement de réduire la pauvreté, mais ceux qui fonctionnent le moins bien, ceux qui fonctionnent réellement le moins bien, c'est tous les transferts sociaux qui sont sur le logement parce qu'il y a le temps, parce qu'on pèse très peu en face des familles classiques, de ceux qui ont les moyens en réalité. Voilà. Je me permets de rappeler que le livre, le guide Luxembourg pas cher, est disponible en librairie, aussi en bibliothèque et auprès de certains offices sociaux aussi à la consultation. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Antonio, je me permets de passer vers toi pour terminer ce premier tour. Oui, on redonnera l'occasion à tout le monde de contribuer à la conversation. Oui. D'abord, je veux remercier tout le monde parce que ça fait déjà des années qu'on pense en une conférence comme celle-là, parce que le problème du logement, c'est un problème, vraiment un problème. Récemment, il y a eu une enquête et 8 personnes sur 10 ont dit qu'elles ont plus de peur de l'augmentation du prix du logement que du Covid. Alors, ça veut dire que c'est très grave. Il y a la plupart des gens qui habitent au Luxembourg qui sont esclaves de logement parce qu'ils travaillent chaque jour pour payer un logement et à la fin du mois, il n'a pas grand-chose qui reste pour vivre. Alors, je pense qu'on a encore un autre problème très, très grave, c'est que la moyenne d'âge des gens qui travaillent dans la construction est dans les 43 ans. Ça veut dire que dans 15 ans, la plupart sont pensionnés. Alors,
où est-ce qu'on va chercher les gens pour travailler? Parce que moi, je suis dans le marché, je cherche 14 personnes, ça fait déjà des mois, dans plusieurs métiers, et on ne trouve pas. On n'arrive pas à chercher une personne en Pologne, en Portugal, en Italie, en Espagne, parce qu'on n'a pas de logement pour le loger. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Et c'est de pire en pire. C'est pas seulement dans la construction, surtout aussi dans le fonctionnaire européen. On n'arrive pas à faire venir des fonctionnaires au Luxembourg à cause du logement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour résoudre ce problème? Il y a quelques mois, ou un an et demi, le gouvernement il a mis à disposition de Google à Bissen 30 hectares de terrain. Pourquoi il ne faut pas mettre, pas 30, mais 1000 ou 2000 hectares de terrain à la disposition du fonds de logement pour construire une nouvelle ville, une ville satellite? Ce n'est pas pour construire un ghetto, mais une ville écologique, moderne, en hauteur de 4 étages. On peut passer à 8, 10, 12 pour que le prix de terrain ça devienne moins cher. Pourquoi pas utiliser les 3 ou 4 milliards d'euros que le Fonds national de pension ont placés partout dans le monde? Pourquoi je pense qu'il faut l'investir au Luxembourg, parce que c'est aussi un bon marché. Et je pense qu'il faut ensemble, j'ai la confiance dans ce gouvernement et je pense qu'il y a des gens capables de le faire. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas. Je sais que le Luxembourg, il veut conserver les 80% de la zone verte. C'est un pays, c'est comme un jardin. Mais je pense qu'il faut penser aussi qu'il faut, parfois, il faut laisser de côté 5% de cette zone verte pour faire agrandir le pays. Parce que sinon, on ne va pas loin. Je pense surtout, par exemple, à Brasilia. Il y a 60 ans, il n'avait rien là. Aujourd'hui, il y a 3 millions d'habitants. Et c'est une ville moderne, c'est une ville qui a été planifiée pour moderniser le pays. Et je pense que le Luxembourg, il est aussi capable de créer une nouvelle ville pour 80 000 habitants, environ 30 000 logements, et résoudre le problème de prix de logement. Je pense que c'est ça. Ce n'est pas nécessaire d'être un expert dans la matière. Le problème, c'est le manque de logement. S'il y a un manque de logement, il faut le construire. On a de la place. On a de l'argent aussi. Alors, il faut avancer dans cette ligne. C'est intéressant aussi le fait que tu cites l'impact aussi, la pénurie de main-d'œuvre qui, quelque part, vient se greffer encore sur le problème du logement. Quelque part, c'est étonnant que ça ne mobilise pas encore plus aussi les intérêts économiques, puisqu'il en va de la productivité aussi du pays, à pouvoir continuer à servir une croissance telle que nous pourrions la connaître. Donc, on est un peu... tout seul, j'ai l'impression, au niveau du ministère du Logement, ou est-ce qu'il y a une mobilisation plus générale? Oui, elle est en train de se faire. Je voudrais juste répondre sur 3 questions qui étaient posées avant. La garantie locative, on sait bien que le privé veut plutôt le cash direct, mais je crois qu'on est en train de faire une nouvelle publication là-dessus, qui a cette garantie, que les bailleurs reçoivent leur garantie et que ce n'est pas les locataires qui doivent leur fournir directement cet argent. C'est pour ça qu'on a prévu cette campagne qui va débuter bientôt. L'autre question que vous avez posée, ou la problématique de la gestion des critères des logements au sein du fonds de logement ou SNHPM, oui, il faut bien. Il y aura dans la réforme qu'on est en train de faire, l'attribution de ces logements est très importante. Il faut une adaptation à la grandeur de cette famille, soit monoparentale, soit 2 ou 3 ou 4 enfants. Il faut les adapter aux logements qu'on a à disposition. C'est pour ça que c'est très important, ce RAN-là, que je viens de dénoncer, ce registre national des logements abordables, pour bien définir qui prendra quelle
logement pour quels besoins. Et il faudra bien ces critères. C'est d'abord la statistique qui est en train de la refaire pour bien cibler là-dedans. Concernant des logements, je dirais des villes satellites, je dirais, mais aujourd'hui, on a encore 2900 hectares au sein de nos périmètres. Et c'est pour ça qu'on a, à côté de Pacte Logement, mais aussi la réforme de Bauland que je viens d'énoncer par Mme Boffarding, il y a un très bon instrument qui est avec, c'est le remembrement ministériel. Vous savez bien s'il y a 10 propriétaires, il y en a un qui bloque un peu, qui se trouve au milieu. Il peut bloquer toujours ce lotissement. C'est pour ça que le remembrement ministériel donne la possibilité à la ministre de dire « Maïan, vous ne pouvez plus bloquer ce lotissement, mais vous n'aurez pas une expropriation, non, mais ils vont le déplacer, ce terrain à côté, pour que ce lotissement puisse se faire. » Et je crois qu'avec ces réformes, on arrive à débloquer beaucoup de logements au sein du périmètre existant. Et je veux quand même, on a quand même aussi une crise climatique, une crise de biodiversité. C'est-à-dire, il ne faut pas aller au-delà. Oui, c'est parce que l'environnement ne nous donne pas la possibilité de construire, mais on a assez de surface au sein de nos PAG, de projets d'aménagement général. Il faut les mobiliser. Je crois qu'avec les instruments qu'on vient de déposer, je crois qu'on a assez de mobilisation pour qu'on puisse construire maintenant ces logements. À l'autre côté, puisqu'on a aussi cette réforme de l'article 29 que je viens d'énoncer, qui a une quote-part qui revient à l'État. Et si l'État et les communes garantissent qu'ils resteront dans le parc locatif étatique, il y a une garantie pour les générations futures. Bien, ça prend encore du temps, mais je crois avec toutes ces réformes qu'on vient de déposer, je crois que... Il va encore être discuté pour une bonne non, partie. Oui, pourquoi pas. C'est la démocratie qui fait un choix. Quand on est quand même dans une démocratie, il faut les discuter. Je crois que la direction, pour moi, est la bonne. Il y a sûrement encore des réformes à faire ou des amendements dans la loi, soit au pacte logement, soit à bail à loyer. Je reviens peut-être plus tard là-dessus sur la colocation et cohabitation. Il faut différencier entre colocation et cohabitation. Colocation, pour moi, c'est une solidarité entre des gens qui se retrouvent et qui font un contrat avec un bailleur. Je crois que c'est un principe positif. J'y étais, j'en faisais une il y a 30 ans maintenant, quand j'ai étudié. Ma fille est dans une colocation en Allemagne aussi parce qu'elle étudie. Je crois que la notion de colocation, il faut la donner une connotation positive quand vient en avance. Et je crois là-dessus, il y a encore des discussions à prendre. Et aussi avec les communes, on avait une réunion avec le syndicat, le Civicol. Il y a encore une grande réticence. Je crois qu'il faudrait ensemble discuter sur cette possibilité de mobiliser plus de logements avec la colocation. J'avais promis un droit de réponse aussi à Jean-Michel. J'aimerais bien commencer avec toi. Est-ce qu'on a suffisamment de formes de vivre ensemble, suffisamment d'alternatives, on va dire, sur les façons d'organiser le logement au Luxembourg ? Non, disons sincèrement, à Luxembourg, c'est pour l'instant assez limité, hein, je veux dire, par rapport aux pays étrangers autour de nous, aux pays frontaliers. Je veux dire, bon, il y a la question des colocations à Luxembourg, c'est assez récent comme phénomène. D'ailleurs, c'est pour ça que peut-être qu'on s'est inspiré de la législation de Bruxelles pour faire notre législation sur la colocation. Parce qu'à Bruxelles, ils sont quand même dans la colocation depuis assez longtemps. Et d'ailleurs, c'est dommage, je n'ai pas noté le chiffre, mais ils ont, je pense qu'il y a 10% des gens à Bruxelles qui sont en colocation, si je me rappelle bien, dans ces zones-là, quoi. Donc ça fait beaucoup. Ça, on n'est pas
à ce niveau-là à Luxembourg. Mais dans d'autres pays, vous voyez aussi, il y a des coopératives d'habitation. On parle de tiny house. Ici, ça commence tout doucement. Il y a les habitats groupés. Il y a des choses comme ça. Je dis à Luxembourg, je pense qu'il y en a peut-être 1 ou 2, peut-être 3, 4, pas plus, je pense. Donc, c'est des choses à développer, je pense, effectivement. Je ne pense pas qu'il y ait une solution. Je voulais juste aussi redire quelque chose par rapport aux colocations et à la problématique de Esch. Donc, pas au niveau local, mais ici en tant que Mieterschutz, parce que là, on était un peu surpris en fait en suivant l'actualité, et aussi parce qu'on a plusieurs personnes qui sont confrontées à cette problématique à Esch qui ont fait appel à nous. Et en fait, nous, ce qui nous étonne par rapport à ce qui se passe à Esch, c'est de lire qu'en fait, ils n'acceptent pas en fait une colocation si les gens, en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait de chambres privatives. Donc, en fait, tout le monde a accès à toutes les chambres d'après leurs règles, ce qui me pose problème personnellement parce qu'on est quand même dans un pays, je pensais, moderne. Donc, imaginez une colocation homme-femme et on dit que personne n'a droit à sa chambre puisque tout le monde a accès à tout. C'est un peu bizarre, non? Je veux dire, c'est pas très libéral, c'est pas très autre chose non plus. Je sais pas d'où ça sort, ça. Ça me dérange personnellement, pays moderne, comme dit, et parce que je sais que M. Cox n'est pas dans cette vision, mais on s'est fait aussi de dire, voilà, nous on se base sur cette loi qui n'est pas encore votée, ça me paraît bizarre aussi, puisque si elle n'est pas encore votée, bon, et parce que M. Cox nous avait dit qu'on aurait de toute façon toujours le choix entre colocation ou cohabitation, et alors que certains disent non, chez nous c'est que ça. Ça, c'est pour nous, en tant que Mieterschutz, c'est assez étonnant. Et ça crée des situations sur le terrain très difficiles. Parce qu'on a plusieurs personnes, comme dit, qui ont fait appel à nous parce qu'ils n'ont pas pu s'inscrire, parce qu'ils se sont retrouvés piégés de bonne foi. Ils se sont retrouvés dans des colocations involontaires parce que ce n'est pas le modèle rêvé. Parce qu'ici, à Luxembourg, malheureusement, on n'a pas que des colocataires volontaires, mais des colocataires obligés parce qu'ils ne trouvent pas autre chose et ils se retrouvent à devoir partager. Et on a aussi justement été interpellé sur une autre problématique auquel on n'avait pas pensé. C'est qu'une avocate nous a dit qu'il y aura un autre problème à ce niveau-là parce qu'ils doivent avoir un seul contrat. C'est que si un des colocataires a un problème de dette et qu'un huissier se présente, il peut saisir les biens de tout le monde parce qu'ils n'ont qu'un seul contrat. Ça reste à vérifier parce que ça serait aussi embêtant. Ben voilà, merci d'avoir lancé la question. Je permets de compléter par... donc, on reçoit aussi des questions via Facebook. Donc, je retrouve un peu un résumé. Et donc, effectivement, donc, dans les commentaires revient très, très fortement aussi l'urgence de la réforme. C'est très bien, c'est très beau, on attend de voir, mais comment trouver un logement digne entre-temps? Et ça se recoupe un peu avec les situations farfelues qu'on peut voir sur le terrain. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez des réponses à donner à ce niveau-là? Oui, c'est une urgence. Oui, c'est pour ça qu'il faut soutenir d'abord les communes, d'aller devant avec colocation et cohabitation. Il y a une différence. Je crois qu'on en discute. Il y a des communes, je connais beaucoup de communes qui autorisent la cohabitation, qui la soutiennent même. Et c'est pour ça que l'instrument qu'on est en train de... On avait une discussion pendant la semaine de logement. On a toujours une journée des communes. Et je crois que la best practice, il faut la mettre en avant. Il faut montrer avec des bons exemples, comme les communes qui autorisent ces cohabitations et colocations, qu'on en discute là-dessus. Et qu'il n'y a plus cette discussion qu'on a à Esch sur... c'est pas une... Bon, c'est pas mes compétences pour réglementer au sein du PAG. Je crois qu'il y a une discussion encore entre Esch et le ministère de l'Intérieur. Je crois que pour moi, c'est clair. On a répondu sur une question parlementaire que pour moi, on doit enfin discuter sur différentes formes de logement au Luxembourg. C'est pas la politique qui doit définir les gens comme ils doivent habiter. Si, il faut avoir les règles, la salubrité et tout ça. On vient de déposer cette loi en 2019 sur la salubrité, comment doit être faite une maison, la grandeur des chambres et tout ça, ça c'est bien réglé.
il y a, c'est pour ça, sur ces dossiers qu'on avance le plus s'il y a des communes qui sont déjà plus loin, je dirais, les mettre en avant avec des bons exemples. Ça existe, il y en a, et on va faire des campagnes avec pour montrer que c'est possible, qu'il y a pas il y a souvent une discussion au sein des communes sur la mobilité des personnes qui y habitent. C'est pour ça qu'il y a une grande crainte dès qu'il y a une discussion sur une cohabitation. Ah, il y a des jeunes qui viennent, il y aura directement 5, 6 voitures, comment on va les régler? C'est une discussion aussi sur l'espace public. À qui revient l'espace public? C'est pour ça que c'est très important dans le pacte logement qu'on discute sur l'environnement où on habite, qui a plus l'espace doit revenir aux gens qui y habitent et pas seulement à la mobilité individuelle des voitures. C'est pour ça qu'il faut des exemples positifs pour montrer que ça fonctionne. Mais ce n'est pas seulement le ministre de Logement qui doit le faire. Mais je crois que ces discussions qu'on a ici, des bons exemples des communes où ça marche, je crois qu'il y aura cette crainte qui est toujours là, je ne connais pas ça, on arrive à la surmonter. C'est ça l'espoir positif d'aller dans cette direction. Donc c'est avant tout un problème de communication, Madame Wyss, il faut mobiliser davantage. Ça doit être un problème de communication aussi, mais ce que je pense aussi personnellement, après avoir entendu aussi ce témoignage, c'est qu'on est quand même arrivé à une sorte de paroxysme aussi, peut-être de cette crise du logement, avec justement ces exemples qu'on avait vus à la télé de cette famille monoparentale, cette femme seule avec ses enfants à charge qui habite dans un hôtel depuis 1 an parce qu'elle ne trouve pas de logement sur le marché privé. Donc là, je me dis, oui, problème de communication, mais on en arrive à un point où c'est plus juste une question de responsabilité politique, mais aussi juste d'humanité, quoi. Et puis aussi une question de pouvoir agir d'urgence. Donc le terme urgence, il a été répété plusieurs fois, vous l'avez répété plusieurs fois. Et en tant que conseillère communale aussi, je vais prochainement aussi lancer un débat sur le logement d'urgence. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on fait en attendant que les grands chantiers se mettent en route, les réformes, etc. Le logement d'urgence, déjà, c'est quelque chose qui doit être mis en place tout de suite. Normalement, les communes devraient avoir un certain stock de logements d'urgence. Ce n'est pas obligatoire. Pareil, on ne sait pas combien il y en a, quelles communes en ont à disposition. On ne connaît pas quelles sont les situations qui sont considérées comme des situations d'urgence. Est-ce que lors d'un déguerpissement, on considère comme une situation d'urgence, on met à disposition un logement d'urgence? Lors d'un incendie, normalement, c'est le cas. On met, soit on emmène les gens à l'hôtel parce qu'on n'a pas de logement d'urgence, justement. Mais voilà. Et là, il y a quand même quelque chose de très concret. J'ai envie de dire que dans la situation dans laquelle on est, s'il faut des logements d'urgence, si on ne les a pas parce qu'on ne les a pas construits, on réquisitionne les logements vides. Hein. On gérait jusque-là parce que c'est vrai, il y a urgence. Donc juste ça, voilà, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place immédiatement, qui pourrait être une solution déjà d'urgence à court terme. Et ensuite, voilà, on a parlé de garanties locatives, on pourrait parler aussi de subventions loyer, de toutes ces aides, en fait, qui sont aussi un peu comme les produits, en fait, d'une situation problématique et qui vont pas être une véritable solution au problème, mais qui vont être une aide passagère. Et encore, Daylenk a toujours été d'avis qu'en fait, c'était plutôt aussi des aides qui sont des subventionnements indirects aussi du marché privé, hein, et des propriétaires. Donc voilà, ensuite, voilà, on avait parlé je voulais parler encore de certaines propositions de loi qui ont été déposées par Daylenk, dont l'une qui concerne les charges des agences immobilières, donc qui souvent tombent sur le locataire, qui doit prendre en charge ces charges.
Et alors que Dehling propose que ce soit le bailleur. Donc maintenant, dans la réforme du bail à loyer, ce point-là est repris et il est question, par exemple, d'un partage de ces frais d'agence, de ces charges. Or, il n'est pas précisé comment ce partage est réparti. Un partage, ça peut être 50%, 50%, mais ça peut aussi être 90% le locataire et 10% le bailleur, par exemple. Donc voilà, ça c'était par exemple une critique parmi d'autres en ce qui concerne aussi cette réforme du bail à loyer. Voilà. C'est déjà un grand tour de table. Je reprends. Voilà. Mon problème. Je reprends, puisque on est bien dans les temps, quelques questions aussi de la part des spectateurs, surtout donc via Facebook. Et je voudrais l'adresser à Pascal. Donc, notamment, la difficulté des familles monoparentales est très souvent exprimée dans les commentaires. Et les gens se demandent, ne faudrait-il pas en faire une priorité, finalement? Je crois déjà de faire du logement une priorité nationale, ce serait déjà intéressant. Parce que très souvent, on voit la pauvreté comme priorité nationale, mais j'ai envie de dire, le préalable, c'est le logement. Donc faire de la pauvreté une priorité nationale sans faire du logement une priorité, la première, on tourne en rond. Et lui, la question des familles monoparentes, par exemple, on parlait de cette fameuse garantie locative. On a, une personne seule, 2, un ménage. Et après, on ne parle plus que de ménage. Ça veut dire qu'on ne distingue plus la personne seule avec enfant de 2 personnes avec enfant. Donc, c'est déjà assez problématique. Et d'ailleurs, dans avec toutes ces réformes, il y a aussi un point qu'on n'aborde pas, c'est celui des agences immobilières. Parce que on sait qu'au Luxembourg, c'est 90% en tout cas, je ne connais pas les chiffres à ce propos, mais toute la majorité passe par des agences immobilières. Or là, il n'y a aucun droit de regard. Donc c'est vrai, un droit de regard sur ces agences serait intéressant. Pourquoi? Parce que en tant que famille monoparentale, on subit pas mal de discrimination, mais j'ai envie de dire, je ne vais même pas rester à mon stade assez égocentrique de famille monoparentale, bien que, voilà. Mais j'ai envie de dire, en tant qu'étrangère, on subit des discriminations, mais tout ça rentre dans un flou total, parce que qui a un droit de regard sur une agence immobilière finalement? Personne. Or, ce sont eux finalement qui font, je veux dire, c'est nos interlocuteurs premiers, sachant très bien qu'il n'y a pas réellement d'habitation abordable et que la plupart se passe dans le privé, et dans le privé, à qui on a affaire à des agences immobilières qui ont des pratiques parfois mafieuses, parce qu'on en a vu en tout cas des choses qui se sont passées, qui sont réellement pas dans un pays de droit, qui ne devraient pas exister. Oui, comme vous dites, le truc, c'est que la famille monoparentale, au Luxembourg, c'est vrai qu'il y a une vision, on constate de toute manière que ça ne passe pas en termes de priorité. Mais si ne serait-ce que le logement devenait une priorité nationale, oui, on aurait déjà réglé la question, je pense, pas uniquement de la famille monoparentale, mais de toutes ces familles en situation de précarité. Et avoir un droit de regard sur ces agences immobilières qui régissent finalement le marché de l'immobilier parfois, parce que les propriétaires leur confient des biens. Eux, ils peuvent, j'augmente, je n'augmente pas, ils font leur sauce. Qui a un droit de regard sur ça? Personne. Donc, on a réellement parler de priorité nationale, oui, mais inclure en tout cas tous ces acteurs-là, dont les agences immobilières. C'est intéressant parce qu'effectivement, la question de la discrimination dans l'accès au logement, notamment sur base de l'origine ethnique de la personne, revient également dans les questions des participants, que c'est encore beaucoup trop fréquent. J'ai vu récemment une prise de position aussi, je pense que c'est la Chambre immobilière, en tout cas l'organe représentatif des agences, qui se voulait combatif sur le sujet en indiquant bien que le code de déontologie des agences leur interdisait de
fait en discrimination, mais qu'ils n'y pouvaient rien si le propriétaire finalement faisait son choix sur base du nom ou quoi d'autre. Donc, Antonio, j'aimerais bien adresser ou faire passer, puisque tu es aussi dans le secteur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on va attaquer cette histoire? Je pense qu'il faut construire. Si on n'a pas de logement, on ne peut pas loger les gens. On peut donner des subsides à gauche, à droite, mais le problème, c'est l'offre. Si on n'a pas d'offre, on n'a pas le moyen de loger les gens. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le propriétaire il a trop de choix. Donc Oui. finalement, il impose les conditions, on va dire, dans lesquelles Il y a une guerre entre acheteurs, par exemple. Par exemple, il y a un bien immobilier en vente. Il y a 5 personnes intéressées. Alors, le dernier, il est informé que le bien il est déjà réservé pour une autre personne. Alors, il donne plus 30, 40, 50 000 euros pour avoir cet bien. Alors, le propriétaire, il est heureux, il est content parce qu'il va vendre pour un prix supérieur à sa demande. Et c'est les gens qui sont en train de se battre pour avoir un bien qui est rare au Luxembourg. Monsieur Cox, la responsabilité des intermédiaires dans l'accès au logement, on va dire locatif essentiellement, est-ce que c'est un sujet dont on parle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont en cours? Est-ce que tout ce qui est discrimination, je vais dire, dans l'accès au logement, est-ce que, voilà, c'est peut-être pas chez vous, mais ailleurs? On ne peut pas tout, voilà, mais ça vous concerne néanmoins? Non, tout ce qui me concerne, je crois qu'il y a pas une discrimination, surtout même fonds de logement, SNHP, là où j'ai la possibilité de leur en discuter et de faire des directions, je peux exclure des discriminations, ça c'est clair. Je reviens peut-être sur d'autres questions, puisqu'on a en discuté sur le bail à loyer, oui. On a fait le dépôt. Il y aura surtout encore la question sur le capital investi, qu'on a une différence, mais je crois qu'il faudrait en définir. Il y aura cette discussion, mais c'est pour moi pour fixer le maximum d'un loyer, ça c'est sûr. Sur le calcul, on peut en voir les détails encore. Je crois que quand même, la réforme donne des idées là-dessus. La deuxième chose qu'on a, avant, il y avait discuté sur la commission de loyer, oui. Elle n'est pas encore tellement discutée au sein de notre réforme du bail à loyer, mais j'ai quand même dit avec le dépôt qu'il faut une professionnalisation. Je crois que toutes ces commissions locales sont plus habitués à faire ce choix. Il faut une professionnalisation. C'est plutôt une médiation qui s'impose. C'est pour ça qu'on est en train de discuter avec le ministère de la Justice, qui est plutôt dans sa compétence concernant la médiation. Je crois qu'il faut une professionnalisation, un type pour tout le pays, parce qu'il y a différentes solutions avec différents critères. Un critère. Vous avez parlé des frais d'agence. Oui, on les a partagés. Je crois que pour moi, c'est clair. Ça doit être 50-50. Il faut en discuter là-dessus. On peut en discuter noir sur là-dessus. blanc. On a quand même réduit la garantie locative de 3 à 2 mois. Il y a quand même toute une panoplie. Et concernant la cohabitation, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faudra faire un contrat de cohabitation pour décrire tout ce qui a amené quoi dans cette cohabitation, qu'il n'y a pas une dispute après s'il y a quelqu'un qui part de nouveau. Je crois que la notion de solidarité est très grande dans ce pacte de cohabitation. Là aussi, il faudrait en discuter. Et la différenciation entre colocation et cohabitation. Ça, il faut en discuter, c'est très clair, puisque la cohabitation dans une maison
où il y a un qui gère une maison totale et qui veut faire des baux différents avec différents locataires. Il doit aussi garantir que le maximal qu'il veut pour le logement ne peut pas être plus que 5% qu'on a inscrit dans le baux à loyer. Là, toutes ces discussions, il faut les refaire encore pour définir bien clair. Je crois qu'il y aura une différenciation bien claire, que tout le monde aura son loyer à payer avec un prix juste. J'aimerais donc prendre un dernier bloc de questions. Ça va un peu ensemble. Je vais vous les lire telles qu'elles nous ont été transmises. Donc, le marché immobilier attire les gros investisseurs étrangers et c'est un marché juteux. Comment y remédier? Et dans le même sens, le marché privé ne devrait-il pas être réglementé, éviter la spéculation, fixer un seuil pour les loyers, pour les prix d'achat? On en a finalement très peu parlé ce soir. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a du travail à faire sur ce sujet-là? Oui, c'est pour ça qu'on a déposé le bail à loyer, pour réglementer plus le privé. Sur le maximal à prendre dans une location, je crois qu'il y aura une discussion sur la hauteur qu'on peut demander. On a inscrit maintenant les 5% sur la définition. On va aussi faire une campagne pour que tout le monde puisse avoir un sentiment comment on peut calculer ce bail à loyer, qui sera mis même sur l'Internet pour que tout le monde puisse le faire. L'autre côté est la commission de loyer, je viens de juste l'énoncer. C'est un instrument important puisqu'il y en a qui ne fonctionnent pas très bien et l'autre, c'est pas professionnel assez. On est là-dedans, on a réglementé plus le privé. Je crois qu'à côté, il faudra quand même, la priorité restera de l'augmentation de l'offre étatique quand même, puisque l'abordable se trouve plutôt dans cette direction. L'autre, on peut le réglementer, puisqu'il n'y a pas d'excès, qu'on puisse minimiser les excès. Mais le grand défi, c'est un parc locatif, surtout locatif, étatique, qui a un loyer abordable pour tout le monde. Quoique cette thématique-là parle beaucoup moins de tout l'aspect fiscal, on va dire, du marché immobilier, l'impôt foncier, les plus-values, etc., qui se retrouvent un peu moins, on va dire, dans les discussions. Jean-Michel, le bail à loyer, ça réglemente le privé? La réforme? Oui. Oui, je veux dire, on voit qu'on veut aller dans le bon sens. On voit qu'il y a de bonnes propositions, il y a de très bons constats. Mais nous, maintenant, on est un peu dubitatif par rapport à la question des 5%, parce que vous avez sûrement entendu parler aussi de l'histoire du locataire qui a encore perdu une fois en appel, parce que les juges n'osent pas l'appliquer, la question des 5%, parce qu'ils ne veulent pas créer une révolution à Luxembourg, parce que s'ils devaient l'appliquer dans l'ancien, on aurait des petits loyers. Parce que si vous avez un bâtiment qui a 50 ans, vous calculez 5%, vous n'aurez pas un très gros loyer. Par contre, si vous avez un appartement d'1 million que vous avez acheté maintenant, là, les 5%, ça ne va pas réguler non plus les prix, à notre avis, quoi. Donc, parce que là, vous aurez plus que le prix du marché. Donc voilà, là, nous, on est dubitatif. Je ne sais pas, il faut peut-être qu'on devrait encore en discuter et voir. Et tous ceux avec qui on en a discuté, parce qu'on a encore des réunions il n'y a pas longtemps avec justement les collègues associatifs et syndicaux et autres, et tout le monde est un peu dubitatif sur cette question de 5%. On comprend l'intention et on voit bien dans le sens dans lequel vous voulez aller, mais on n'est pas sûr que les tribunaux et tout le monde va suivre, quoi. Ça, c'est notre problème, quoi. On est vraiment dubitatif, surtout après le dernier jugement qu'il y a eu. On se dit, si ça va à chaque fois comme ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Madame Wyss, les réformes proposées manquent de granularité. On est un peu trop à la grosse louche. Un peu comme Jean-Michel Campanella, que oui, effectivement, cette règle des 5%, la manière dont elle est réformée maintenant est toujours
une manière très timide de la réformer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanctions prévues dans les cas où cette règle n'est pas respectée. Je passe un peu pour la méchante parce que je dis qu'il faut sanctionner, il faut obliger les communes à signer le pacte logement, mais bon, bah, voilà. Moi, je pense vraiment qu'il faut arrêter d'être trop gentil en ce moment. Mais oui, donc voilà, même si maintenant on peut... il est prévu notamment que le bailleur inscrive sur le contrat de bail, par exemple, le capital qu'il a investi, c'est très bien, mais si après, il n'y a pas de sanction prévue au cas où ça ne se confirme pas, ben, le locataire, il est toujours perdant. Et effectivement, 5% d'un capital investi, ça veut dire que, par exemple, oui, aujourd'hui, on peut acheter un appartement, juste on l'achète ou on l'achète à quelqu'un d'autre. Donc, le capital investi, c'est juste le prix d'achat. Et ce prix d'achat, ça correspond au prix actuel du marché. Et on prend 5% de ce prix-là. Franchement, le loyer, il sera toujours très cher. Donc oui, je pense que ce n'est pas suffisant pour réglementer le privé. Un dernier mot, Pascal. Est-ce que, par rapport à toutes ces personnes qui s'adressent à nous aujourd'hui dans des moments de détresse, est-ce qu'il y a des conseils que tu peux leur donner, aussi basés sur le travail que tu as fait pour le guide, dans leur mobilisation, dans leur recherche, dans de faire entendre leur voix aujourd'hui sur la détresse qui les concerne? Déjà, ce serait intéressant que les locataires adhèrent davantage au Mieterschutz. C'est parce que plus on sera visible, plus on va comprendre qu'il y a un réel problème et non pas mettre les choses non pas mettre la poussière sous le tapis. Donc réellement adhérer à des associations, et je peux comprendre parce que quand on est dans une telle détresse, même se battre, on n'en a plus le courage. Donc je peux comprendre, hein, mais je les encourage, en tout cas pour ma part, à y adhérer. Encore plus, je dirais, encore plus les familles monoparentales. Pourquoi? Parce qu'il serait peut-être temps de distinguer réellement dans cette notion de ménage qu'on garantisse quelque part les libertés de la personne, les libertés et les droits de la femme. Oui, nous sommes la veille du 8 mars, on va pas le nier. Et le conseil, oui, d'adhérer en tout cas à ce type d'association, parce que c'est la seule manière de se faire entendre. S'il est possible, je dirais, et puisque le ministre est là, c'est peut-être aussi de faire appel à ce que j'appelle à nous, personnes de la précarité, qui sommes en effet des experts de terrain. Vous comprenez, on peut faire appel à des assistants sociaux, mais est-ce que ce serait la même chose que les personnes qui vivent les situations au quotidien? Certainement pas. Et ça vaudrait peut-être la peine, on va faire appel à des chiffres, on va écouter les chiffres. Pourquoi ne pas alors inviter les personnes qui vivent les situations au quotidien pour aussi entendre leur voix, entendre les répercussions des lois qui sont faites. Donc, il y a aussi ça. Et c'est vrai que moi, dans le guide, je donne pas mal de conseils à savoir, oui, où s'adresser, ne serait-ce que, oui, pour se nourrir et pour s'habiller. Ça reste important et je l'évoque dans un cadre du logement parce que le logement nous étouffe réellement. Je veux dire, quand certaines femmes sont obligées de se prostituer parce que le logement les étouffe, il y a un réel souci. Donc, oui, s'adresser aux travailleurs sociaux, oui, adhérer vraiment, je le répéterai réellement, d'adhérer en fait aux associations qui sont là pour défendre en fait. Parce que sinon, ça n'apparaît pas spécialement dans la presse, donc ça n'existait pas. Mais évidemment, quand on dort disons-le, dans un taudis, on n'a pas envie qu'on vienne nous filmer là pour en parler. Non, mais pourtant, ces situations-là existent. Est-ce que ces situations devraient exister dans un pays comme le Luxembourg? Non. Et qu'on ne dise pas, oui, on vient pour... et même toutes ces discriminations. C'est vrai que si on parle du fonds de logement, oui, il n'y a certainement pas de discrimination, certes. Et c'est même bien, peut-être je me demande que c'est malheureux, mais au moins que ça arrive maintenant, qu'il y ait un fichier national. Parce qu'avant, on devait, et déjà même pour les demandes de logement, leur dire, oui, que les demandes de logement doivent être faites quasiment, pas quasiment, oui, dans chaque structure.
Et non pas se dire, parce que je me suis inscrite au fonds de logement, eh ben, normalement, parfois on croit à tort, hein, que ça suffit pour toutes les autres organisations. En réalité, non. Donc oui, s'inscrire partout, c'est administrativement très lourd, mais s'inscrire partout. Regarder soi-même les droits qu'on a, parce que le travailleur social, parfois aussi, il a pas mal de dossiers. Moi, personnellement, c'est parce que j'ai cherché que j'ai dû voir, par exemple, la garantie locative. Vous voyez, mais je suis restée dans un logement à plus de 45% de mon revenu, sans que personne, sans le savoir. C'est lors de l'écriture que j'ai pu voir ça. Donc, réellement, consulter les associations, y adhérer pour au moins se faire entendre, et surtout, en tout cas, que le ministère invite, et les chiffres auront certainement leur importance quand elles vont arriver, mais consulter des acteurs de terrain peut être assez intéressant et instructif en fait pour tous. Merci beaucoup. Voilà, pour le mot de la fin, donc j'aimerais bien tout d'abord remercier tous les interlocuteurs pour vos contributions vraiment très intéressantes. Je pense qu'on a quand même pu faire le tour de la matière en partant de différentes perspectives. Pour tous les spectateurs qui nous suivent ici jusqu'au bout, je sais qu'en digital, c'est un peu plus fatigant qu'en salle où on peut bouger. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Et nous retenons quand même que beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. Beaucoup d'outils sont en train d'être développés, mais ça n'ira pas vite. Ce ne sera pas là tout de suite. Donc aussi, je relais le message de Pascal de vous mobiliser, vous. Vous avez entendu ce soir que les communes ont un rôle important à jouer. Mobilisez vos communes, parlez à vos représentants dans les communes. Identifiez les associations qui peuvent relayer, centraliser, amplifier votre message pour montrer aussi les cas concrets, parce qu'on l'a entendu ce soir aussi, c'est très bien de développer des lois et des outils, mais aucune loi n'est jamais parfaite. Et dans la réalité du terrain, elle peut avoir un impact réel sur des situations auxquelles on n'a pas forcément pensé. Donc, on compte vraiment aussi sur la mobilisation citoyenne pour remonter les messages là où ils peuvent porter leurs fruits. Voilà, je ne voudrais pas tirer maintenant la soirée en longueur. Je pense qu'on a fait une belle conclusion et un beau tour de table. Donc, je vous remercie beaucoup et aussi l'équipe derrière les caméras. Je remets mon masque après parce que je l'ai pas porté. Je ne savais pas quand j'allais prendre le micro et quand pas. Donc, voilà, vous pouvez lancer le jingle de la fin et merci beaucoup à tout le monde.